Ok, parfait. On va pouvoir commencer. Merci beaucoup déjà d'avoir choisi du coup, cette conférence là pour démarrer la journée. Je pense qu'on concentre quand même pas mal les profils assez techniques de Carbon Connect. Nous aujourd'hui là on va parler de données de résultats d'expérimentation sur la fertilisation. Donc, ces données elles viennent de la ferme de Grignon. Donc moi ça me fait particulièrement plaisir de présenter cette conférence. Je pense que ça va parler à certains anciens agros que je vois dans la salle. Du coup, pour vous expliquer rapidement aussi pourquoi on a choisi ce sujet chez Agoterra, c'est particulièrement lié nous, à nos activités. Nous, on accompagne du coup, les agriculteurs dans leur transition agroécologique et on les met en relation avec des entreprises pour financer cette transition. On accompagne du coup sur le carbone et sur la biodiversité, même si tout ça est interconnecté. Et donc pour la plupart des plans d'action des agriculteurs, ils vont souvent choisir le levier de la fertilisation, qui est souvent plutôt typé levier carbone, mais qui va avoir plein de répercussions sur d'autres domaines, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la santé humaine, etc. Donc nous, on voulait faire un petit zoom là sur ce levier de la fertilisation. Donc vous allez comprendre dans cette conférence déjà d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre liées à la fertilisation. Vous allez comprendre tous les facteurs qui vont influencer ces émissions et en particulier quel est l'effet du système de culture sur les émissions de gaz à effet de serre sur la fertie. Du coup, pour comprendre tout ça, donc je vais laisser la parole à Sophie Carton, qui est directrice déléguée aux affaires agricoles à AgroParisTech, à Yves Piton, qui est responsable expérimentation et métrologie à la ferme de Gagnon, et Laurent Royer, qui est chargé d'études d'azote à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Bonne conférence à tous, et je ne sais pas qui commence. Bonjour. Alors oui, je m'appelle Laurent Royer, je travaille à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Donc voilà, je suis dans ma région. Et parmi mes activités nombreuses à la Chambre d'agriculture, il y a le domaine agricole de la fertilisation azotée, qui est un domaine large, on va dire plein de subtilités, et sur lequel j'œuvre. Alors on va dire j'œuvre sur la partie technique, donc de conseils, d'apporter des éléments de connaissance par rapport aux pratiques agricoles, mais aussi que sur le domaine de l'impact, de l'évaluation environnementale, sur lequel j'ai beaucoup œuvré ces dernières années. Alors, je ne sais pas comment... Je passe les diapos. Voilà. Tu vas faire ça. Alors, pour vous faire juste une petite introduction par rapport à mon activité, voilà, on est en région Île-de-France. La région Île-de-France, elle est caractérisée par un élément principal, c'est que il y a 12 millions d'habitants, donc il y a beaucoup de gens autour de l'agriculture en Île-de-France. Mais il y a aussi de l'agriculture, puisque 50% du territoire est quand même consacré aux terres agricoles, donc à la production agricole, avec, on va dire, un quart du territoire qui est des zones naturelles, des zones qui sont ni urbanisées ni exploitées, mais sur lesquelles, en fait, on a une activité de présence de personnes qui est très développée. Dans ce contexte, on pourrait croire que l'agriculture Île-de-France est très monogame, ce qui est loin d'être le cas. On est dans une région de grande culture, certes, donc l'activité principale des exploitations agricoles chez nous, c'est la grande culture, mais on y trouve de plus en plus d'autres activités, ou en tout cas on a la présence d'autres activités sur le territoire, avec une production on va dire de légumes de plein champ, de maraîchage, de par la proximité en fait du milieu des consommateurs d'Île-de-France. Donc on a une activité très forte d'agriculteurs qui se concentrent sur des aliments, des productions qui sont directement consommées en frais sur le marché local. Et puis on a d'autres activités, alors on a de l'élevage, même si on n'est pas une région d'élevage, il existe encore des éleveurs, notamment des éleveurs, alors on va dire bovins, ovins, on va dire en petite quantité, mais on a une grosse activité d'élevage sur l'équin, sur le cheval. C'est le premier troupeau en Île-de-France. Et donc derrière, ça produit aussi à la fois une activité agricole et puis des matières organiques qu'il faut le gérer. Et puis une caractéristique aussi, c'est la proximité de la production agricole et du milieu urbain, ce qui entraîne dans la vie des exploitations des contraintes. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai nommé ma diapo une agriculture diversifiée mais sous contrainte, parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à la fois en dehors des champs,
Mais souvent, il arrive qu'on n'est pas tout seul non plus dans les champs. Il y a beaucoup de gens qui viennent regarder ce que les agriculteurs font dans leurs champs, dans leurs activités de production. Alors, dans mon activité principale, voilà, l'azote reste un facteur de production incontournable. On l'a dit tout à l'heure, l'azote c'est l'élément qui permet entre autres de faire de la production végétale. Et donc sa gestion dans l'ensemble des exploitations, quel que soit on va dire le système de production, ça reste un élément incontournable. Alors tout a été, voilà, tout a été mis d'un seul coup. Ouais, j'ai dévoilé. Hein, tu veux que je fasse non, on bon peut l'animer, je ne sais pas si ça s'anime. Si, ouais, carrément. Voilà, mais faut carrément. que là, faut que tu m'aides. On va se contenter de la première partie. Alors je ne vais pas vous refaire le cycle de l'azote, je pense que vous le connaissez en partie. Si ce n'est que, voilà, pour un agriculteur, la gestion de l'azote, ça passe en fait par la compréhension de ce qu'est le cycle de l'azote. Et donc dans le milieu, on a les trois phases, on va dire, que l'on connaît, l'azote de l'air, l'azote du sol, qui comprend l'azote minéral, sur lequel l'agriculteur est très vigilant, et puis la gestion organique, donc on en a parlé tout à l'heure, de la résilience du sol. Voilà, c'est un élément sur lequel aujourd'hui on concentre beaucoup d'efforts, puisque ce qui fait en fait un petit peu la capacité du sol à produire en fait des denrées végétales. Alors, ce système d'azote, en fait, il sert dans le milieu agricole à faire du végétal, à faire de la matière sèche. Et donc les cultures, quelles qu'elles soient, viennent capter la partie minérale de l'azote qui est dans le sol. Et donc tout l'exercice en fait d'un agriculteur, c'est d'arriver à optimiser cette quantité minérale par rapport aux besoins des cultures à un moment donné et par rapport aux moyens qu'il a de gérer cet azote minéral. Et le premier élément que l'agriculteur utilise, c'est son tracteur. C'est le fait d'apporter des engrais minéraux. On est dans une région plutôt conventionnelle, donc on a des agriculteurs qui sont, on va dire, dans des systèmes traditionnels de production agricole. Donc on amène de l'azote minéral qui effectivement vient compenser la capacité souvent déficiente du sol à fournir de l'azote aux cultures. Autre caractéristique, c'est des engrais azotés, mais on a un autre type d'engrais azotés, c'est les engrais organiques. Et les engrais organiques... C'est la somme des deux. Quand vous dites ça. C'est juste... Alors, je fais la différence entre la partie minérale, qu'un agriculteur peut avoir en conventionnel, il charge son engrais dans son épandeur, et il va l'épandre au moment où la culture en a besoin. Relativement simple, facile, efficient, parce qu'il maîtrise les pratiques. Et l'azote organique, qui est plutôt une gestion sur le long terme, notamment sur la rotation. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels les agriculteurs aujourd'hui interviennent sur la succession des cultures et essayent de bénéficier de l'effet du précédent des cultures sur la captation notamment de l'azote de l'air par les légumineuses. Donc c'est bien ce cycle que l'agriculteur doit maîtriser pour essayer d'optimiser toutes les parties du cycle dans un objectif d'optimiser sa production végétale. Alors vous allez me dire, c'est un schéma qui est assez simple, mais malheureusement il est percé, il y a des pertes, ou en tout cas le système n'est pas équilibré. Et parmi les pertes, on a donc les pertes sur l'air, notamment par les phénomènes de volatilisation de l'azote, que ce soit de l'azote minéral ou de l'azote organique. Et donc cette volatilisation, c'est une source de perte pour l'agriculteur, et puis une source de pollution par rapport au milieu, notamment par rapport à la qualité de l'air. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille, et ça fera l'objet d'une partie des éléments que mes collègues vous présenteront dans un gros parité appel. Et puis voilà, on est dans un système où ça fuit par le haut, mais ça fuit aussi et surtout par le bas, donc vers les nappes souterraines, donc on en a parlé tout à l'heure. L'eau, ça reste un élément du vivant, et sa préservation notamment, alors je ne vais pas vous mentir, la préservation de l'eau en Ile-de-France, c'est dans un objectif de qualité de l'eau pour l'eau potable. Il y a 12 millions d'habitants, je vous rappelle, et que les 12 millions d'habitants, elles boivent, ils utilisent de l'eau, et que l'eau, on ne va pas la chercher dans les Vosges, on va la chercher en Ile-de-France. Et donc il est important de préserver ces ressources dans le milieu. Voilà, et donc le travail de la Chambre, alors j'en ai cité quelques-uns, donc il y a un gros travail sur la qualité de l'air,
Donc on essaye au travers de programmes d'essayer d'apporter les meilleures pratiques par rapport à la réduction de ce risque. Il y a tout le travail sur les pratiques agricoles, donc la manière de fertiliser, d'apporter de l'engrais, sous quelle forme. Et puis il y a le travail sur, alors je l'ai nommé sur la partie contrainte réglementaire, puisque la partie de la pollution de l'eau est quelque chose qui est très encadré au niveau réglementaire. Alors ça ne passe pas du tout, mais bon, je vois pourquoi. Il manque des images. Voilà. Attends, je peux les... Donc pourquoi l'agriculteur raisonne ses pratiques agricoles sur la fertilisation? Déjà parce que la fertilisation, ça a un coût, et que l'objectif d'un agriculteur, c'est de rentabiliser son exploitation, c'est de dégager un revenu. Donc un intrant, quel qu'il soit, c'est un coût, donc plus on en met, plus ça coûte, et moins on gagne à la fin du cycle. Donc l'objectif, c'est d'aider l'agriculteur à optimiser la manière dont le cycle de l'azote se produit avant, pour essayer de minimiser les compléments minéraux, notamment qu'il met. Il y a un impact aussi sur la qualité des produits. Les filières sont des fois exigeantes sur le produit final qu'un agriculteur est susceptible de sortir de sa parcelle. Et voilà, on a des exemples sur la betterave, on a des exemples sur l'orge de printemps pour la bière, mais on a aussi des exigences très fortes sur le blé par rapport à la panification, qui nécessitent un certain nombre de caractéristiques qui passent par une gestion optimisée de l'azote. Donc c'est un élément qui est incontournable quand on est agriculteur et qu'on a une exploitation. Il est incontournable de gérer son azote par rapport à toutes ces dimensions. Et puis bien sûr, alors je ne vais pas oublier, parce que du coup on va traiter après de pro-agricole, il y a l'impact sur le milieu qui effectivement est une conséquence aussi de la fertilisation azotée, puisque le trop ou le mal fertilisé introduit des pertes par l'air, par l'eau, qui aujourd'hui l'agriculteur et le système agricole doivent rendre compte de ces impacts par rapport à ces dimensions-là. Donc c'est aussi des choses qu'il faut appréhender aujourd'hui en termes de conseils au quotidien avec un agriculteur pour essayer d'optimiser toutes les parties du système agricole. Alors, juste un exemple, et c'est là où voilà, la difficulté notamment de mon métier est quand même quelque peu des fois difficile. Voilà, un agriculteur, quand il raisonne sa fertilisation, il le raisonne avec un certain nombre d'éléments à sa disposition qu'il faut prendre en compte. Alors, c'est animé. Le sol, donc on en a parlé tout à l'heure. Le sol, c'est un élément qui est souvent un petit peu décrié, ignoré, mal calibré, mais sa connaissance, sa compréhension, son potentiel, c'est quelque chose qui est incontournable pour un agriculteur. Et puis, il y a toutes les autres dimensions, donc la gestion des successions de cultures, de l'assolement des types de cultures qu'il réalise. Ça fait partie des leviers sur lesquels l'agriculteur doit travailler pour essayer d'optimiser l'azote. On a notamment à connaître ses engrais, que ce soit des engrais minéraux, que ce soit des engrais organiques. L'utilisation de ces engrais nécessite de bien comprendre comment ces intrants marchent, à quel moment il faut les épandre, et à quel moment l'azote va être disponible pour les cultures. La connaissance de ces cultures, un blé, ça ne se fertilise pas pareil qu'une betterave ou qu'un maïs. Donc forcément, il y a une adaptation par rapport au contexte agricole qui est nécessaire d'appréhender. Tenir compte des conditions climatiques. Alors ça, c'est un élément que l'agriculteur, tous les jours, il est confronté à ça. Il regarde sa station météo tous les jours. Mais ça fait partie des éléments sur lesquels, voilà, c'est des éléments qu'il ne maîtrise pas et qu'il faut toujours s'adapter par rapport au contexte et aux meilleures conditions pour répandre l'azote. Et puis, il y a un domaine qui est souvent un peu ignoré, ou en tout cas un peu oublié dans les exploitations, c'est la gestion du matériel, l'optimisation du matériel, avoir le meilleur matériel, bien réglé, bien utilisé, qu'on sait bien appréhender. Je vois, il y a des agriculteurs qui disent oui là, c'est souvent quelque chose qui est passé un petit peu en arrière-plan, mais c'est souvent une des sources de pertes que l'on a parce que le matériel est mal réglé. Voilà, donc ce que l'on fait, en tout cas moi ce que je fais à la Chambre d'agriculture et mes collègues, parce que je ne suis pas tout seul, donc on a une dimension d'abord d'accompagnement sur les stratégies d'exploitation. Être céréalier, c'est une stratégie, mais de plus en plus on a des exploitations qui se diversifient, et la diversification, elle peut être de plusieurs ordres. Elle peut être d'ordre, on va dire, de changer de type de production, donc de faire du raisin, de faire des pommes, voilà, de faire un autre type de production.
Ça peut être de la diversification liée à l'élevage. Et notamment en Ile-de-France, on a aujourd'hui un marché sur les poules pondeuses. On est en manque de poules pondes, d'œufs. Et donc on a une démarche de filière qui est très forte. Et beaucoup de jeunes qui s'installent avec un atelier de poules pondeuses. Et puis on est une des régions où on a le plus de méthaniseurs. Donc on a là aussi de nouvelles productions qui arrivent, donc des cultures qui sont dédiées à la méthanisation. Il y en a une d'ailleurs sur le site d'AgroParisTech à la ferme de Grignon. Voilà, ça fait partie des diversifications qui existent et sur lesquelles on oriente les agriculteurs pour adapter leur système de production. Il y a un gros travail de recherche de référence, donc ça va être l'objet de la présentation après moi, d'apporter les meilleures connaissances, les meilleures références locales, c'est quand même mieux, par rapport à tout un tas de domaines sur lesquels on est obligé de calibrer les pratiques et donc d'apporter des éléments de réponse sur des thèmes qui sont à la fois un peu anciens, mais qui sont des fois nouveaux. Je pense à la production de culture pour les méthaniseurs. Et ben c'est vrai qu'on est un peu au balbutiement sur la manière d'appréhender le fait de mettre une troisième culture sur un cycle de 2 ans. Donc les conseils techniques que l'on a derrière, eh ben, ils brossent en fait l'ensemble de l'activité d'un agriculteur. Donc on est sur la gestion à la fois des épandages de matière organique, on travaille beaucoup la fertilisation minérale, puisque c'est quand même un élément important dans les pratiques agricoles en Ile-de-France. Il y a des questions qui tournent autour de l'utilisation de l'eau, donc notamment par rapport à l'irrigation, le bon usage de l'eau. La gestion de l'interculture, donc aussi bien dans sa dimension de captation d'azote, mais aussi dans sa dimension organique, puisqu'on remet de l'azote organique dans le sol, donc on contribue à l'activité biologique. Et puis il y a tout ce qui est par rapport à l'agroécologie, donc on en a parlé aussi ce matin, sur tout ce qui est l'aménagement du territoire, des parcelles, des exploitations, pour essayer d'introduire de nouvelles dimensions, notamment par rapport à la biodiversité. Et j'oublie pas, parce que ça fait partie de mon sujet de prédilection, sur la gestion des impacts, puisque produire c'est une chose, mais mesurer l'impact de son activité sur le milieu, c'est des fois compliqué pour un agriculteur, et il faut apporter des éléments de réponse sur comment l'interaction de la production agricole interagit avec le milieu. Et donc là, je vous ai brossé en fait les sujets sur lesquels nous, en agriculture, en Ile-de-France, on a des demandes. Donc il y a la qualité de l'eau potable, bon ça c'est des choses qui sont un peu historiques. Il y a tout ce qui est la gestion des inondations et des ruissellements, notamment pour des départements comme la Seine-et-Marne qui se trouvent en amont des grands fleuves. Et donc si on veut protéger Paris, on a tout intérêt à protéger Paris en amont et pas en aval. La qualité de l'air, donc notamment par rapport au problème de volatilisation des engrais minéraux et des engrais organiques. La biologie des sols, ça reste un sujet qui est très présent dans les questions des agriculteurs et dans les demandes de nos partenaires. Et puis enfin la biodiversité, qui est pour la région quelque chose d'incontournable, si on veut prendre en compte un petit peu les demandes sociétales de la région. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels la Chambre intervient. Donc tout ça pour vous dire que le travail que l'on fait est en lien avec d'autres structures, et donc je vais laisser la parole à AgroParisTech pour la partie essai, innovation et la plateforme trajectoire. Merci Laurent. Je mets mon petit chrono. Alors, du coup, vous avez bien compris, là, Laurent vous a expliqué, on a un sujet qui est quand même d'importance. L'azote est absolument nécessaire pour faire pousser les cultures. Si on veut avoir des cultures demain, il faut leur apporter à manger. Mais le cycle, il y a des fuites. Et ces fuites, elles provoquent des impacts environnementaux, économiques, techniques. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à fertiliser mieux. Donc il y a le conseil, il y a des bons conseillers déjà. Et puis nous, à AgroParisTech, on s'est posé la question de comment est-ce que la recherche expérimentale pouvait appuyer le conseil pour que ça accélère finalement la transition, les changements de pratique vers une fertilisation plus durable. Et donc la réponse qu'on a apportée, enfin un élément de réponse, on ne prétend pas avoir la réponse complète, mais en tout cas notre contribution, c'est une plateforme agronomique d'expérimentation de systèmes de culture qu'on a appelé trajectoire, comme différentes trajectoires vers des systèmes de culture durables. Voilà, c'est ça l'origine du nom. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme agronomique et quelle particularité elle a? Donc c'est d'abord une plateforme, donc c'est une parcelle de 10 hectares qui est située sur la ferme expérimentale d'AgroParisTech.
Donc AgroParisTech ici, là on est à Palaiseau, mais AgroParisTech a une ferme expérimentale qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Palaiseau, donc à Grignon, dans les Yvelines. Alors cette ferme, juste petite parenthèse, cette ferme a la particularité d'être une vraie ferme de production, en même temps qu'elle est une ferme expérimentale et en même temps qu'elle est une ferme qui est un appui à la formation des ingénieurs agronomes d'AgroParisTech. Et donc en tant que vraie ferme de production, elle permet finalement de tester des choses à échelle réelle et surtout en fait son activité expérimentale est consacrée à l'évaluation des pratiques qui sont appliquées du coup à échelle réelle, à évaluer leur impact sur la durabilité en général, les impacts environnementaux en particulier, mais aussi les impacts économiques. Et donc, à l'image du fonctionnement de la ferme de Grignon dans son ensemble, la plateforme agronomique, elle suit un peu les mêmes objectifs. Donc c'est une plateforme de 10 hectares qui a été divisée en 7 bandes qui font 27 mètres de large chacune et plus de 300 mètres de long. Donc on est sur des parcelles qui sont plus petites qu'une vraie parcelle, mais qui font quand même plus d'1 hectare et qui permettent d'utiliser du matériel d'agriculteur pour conduire les systèmes de culture. Alors, 7 bandes différentes, c'est 7 systèmes de culture différents qui sont contrastés. Ces 7 systèmes de culture sont conçus comme 7 façons différentes de répondre à des enjeux de durabilité. Donc vous avez un système de culture qui est en agriculture de conservation des sols. Donc là, typiquement, on se pose la question de l'impact notamment sur la vie du sol. Un système de culture qui est bas carbone. Donc on met en œuvre un ensemble de pratiques qui permettent de réduire principalement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de stocker du carbone dans le sol. On a un système de culture, alors nous on l'appelle performance nourricière, c'est un système de culture qui est en conventionnel, mais optimisé techniquement, et qui est un peu notre système de culture témoin. Il y a un système de culture qui était autrefois référence jusqu'en 2022, mais qui aujourd'hui est un système de culture, alors biomasse. Laurent vous parlait tout à l'heure des agriculteurs qui produisent des cultures à vocation énergétique. Donc ce système de culture biomasse produit des cultures intermédiaires à vocation énergétique entre 2 cultures principales. Donc on est sur du 3 récoltes en 2 ans. On a un système du coup bas intrant, un système en bio, et enfin un autre système de culture biomasse qui produit également des cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais avec des pratiques légèrement différentes pour se rapprocher d'un système de culture qu'aurait un éleveur avec un méthaniseur. Alors, donc voilà un peu le principe global. Une plateforme de 10 hectares, 7 systèmes de culture conduits en parallèle, sur une taille qui se rapproche de la taille d'une vraie parcelle, qui permet en tout cas d'utiliser du matériel d'agriculteur. Et chacun des systèmes de culture est optimisé techniquement. L'idée sur chacun de ces systèmes de culture, c'est de faire du mieux qu'on peut pour être le plus durable possible. Diapo suivante. Alors, la particularité de ces systèmes de culture, c'est qu'en plus de ça, ils sont instrumentés parce qu'il ne s'agit pas juste de faire du mieux qu'on peut, mais c'est aussi l'idée de mesurer ce qu'on fait pour objectiver les performances de durabilité du système de culture. Donc chaque système de culture est conçu comme suit. Une moitié de la bande, la moitié ouest est consacrée à de la mesure, la moitié est est consacrée à de la mesure aussi, mais du rendement moissonneuse. Donc on a quelque part sur la moitié ouest pas mal de piétinement, de prélèvement de biomasse, de sol, d'air, voilà, qui sont faits pour évaluer la durabilité. Et donc les principes et objectifs généraux de la plateforme, c'est effectivement de démontrer que l'optimisation technique permet d'améliorer la durabilité de systèmes de culture et donc d'en faire la démonstration chiffrée. Ces systèmes de culture sont des systèmes de culture qui ne sont pas en rupture avec l'existant. On s'insère résolument dans des systèmes de culture qui sont compatibles avec les filières du territoire et qui sont compatibles aussi avec les pratiques mises en œuvre sur le territoire. Donc on est sur des rotations relativement, des cultures relativement typiques du territoire. Et puis on reproduit bien sûr les conditions d'agriculteur, donc avec du matériel d'agriculteur, à échelle réelle le plus possible, et une volonté d'objectiver les performances, donc de faire plein de mesures pour vraiment voir si on atteint nos objectifs en termes de durabilité, notamment d'impact sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ce dont parlait Laurent tout à l'heure.
Donc c'est un programme en fait qui dure depuis 2017 et sa particularité aussi c'est qu'on a souhaité réunir autour de la table un ensemble de partenaires publics, privés, financiers, techniques, une réunion de plein de mondes différents pour pouvoir vraiment débattre de la durabilité de terrain. Donc la durabilité en vrai, et donc c'est des financements effectivement publics et privés et des partenariats techniques et scientifiques dont justement la Chambre d'agriculture d'Île-de-France avec laquelle du coup on a aussi un projet plutôt focalisé sur les émissions d'ammoniac, la volatilisation ammoniacale depuis 3 ans. Voilà. Alors je passe le micro du coup à Yves qui va vous parler des résultats qui sont obtenus, des mesures et des résultats obtenus. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de mesures concrètes, on va aller sur le terrain. Je vous proposais de mettre vos bottes pour aller voir ce qui se passe en vrai dans les champs. J'avais prévu 10 minutes, il m'en reste 4, que je vais essayer de m'en tirer. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, tu as la validation. Largement ok, super. Donc on va voir différents de mesures d'impact environnementaux. Ça peut être un petit peu technique parfois. Ce qui me semble important et qu'il faut avoir en tête quand on parle d'impact environnementaux, c'est que ça va être dépendant du terroir, donc du sol, du climat très fortement, autant que les productions agricoles. Et ça va être aussi dépendant de la maîtrise technique de l'agriculteur. Donc finalement, c'est des sujets qu'on peut imaginer comme étant opposés à de la performance agronomique pure, la réalisation de rendements élevés, etc. Et finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça, parce que c'est la maîtrise technique et le climat qui vont jouer très fortement sur les impacts environnementaux. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir, nous, sur notre plateforme Trajectoire. Et donc, c'est très fortement lié au contexte pédoclimatique. Donc, en fait, l'ensemble des résultats que je vais vous présenter ici, nous, on assume le fait qu'ils soient valables à Grignon ces années-là. Par contre, ils ne sont pas forcément extrapolables dans tous les contextes et sur tous les climats. Voilà, on va commencer par le protoxyde d'azote. Ensuite, il y aura une partie sur le nitrate. Et puis, on finira avec quelque chose de rapide autour de l'ammoniac. Donc, le protoxyde d'azote, qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce que c'est? C'est un gaz à effet de serre qui est émis par les sols, par les micro-organismes du sol, de manière naturelle, quand on apporte de l'engrais. Quand on apporte des engrais azotés, il va y avoir une transformation dans le sol et ça va émettre du protoxyde d'azote. On mesure ça à Grignon avec des chambres statiques, donc c'est ce que vous voyez en photo à gauche, avec un protocole qui est assez simple. On va fermer les chambres et on va laisser le protoxyde d'azote s'accumuler dans la chambre et on va mesurer les deltas de concentration dans le temps pour avoir l'émission. Donc c'est un protocole qui est assez simple. Il y a un peu de technicité quand même autour de la partie analyse, parce qu'on va aller chercher des différences de concentration très faibles. Et il a un point faible que je préfère vous présenter, qui est la représentativité temporelle. Donc on va y aller ponctuellement au cours de l'année. Moi je vais faire une vingtaine de campagnes dans l'année de mesures, et on sait très bien que quand j'y suis pas, ça continue à émettre, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc sur Trajectoire, on avait 7 systèmes de culture, et ça fait bientôt 10 ans qu'on fait des mesures sur ces 7 systèmes de culture. Donc j'ai essayé de représenter ça de manière synthétique. Donc là, en fait, vous avez l'ensemble des résultats. 7 systèmes de culture x 8 années. Donc je n'ai pas la 9e ni la 10e année. Un axe vertical avec les émissions de protoxyde d'azote, et à l'horizontale, les doses d'engrais apportées l'année en question. Voilà, donc ce graphe, en fait, il y a tout dessus, et vous avez différents points colorés, et le code couleur, en fait, c'est les systèmes de culture, les 7 systèmes de culture. Donc après, je vais m'appuyer sur le même graphe, si vous l'avez compris, après ça va dérouler tout seul, pour essayer de tirer des enseignements et des observations. Donc les premières choses à regarder quand on parle de mesures dans le milieu agricole, il y a de la variabilité. Il y a de la variabilité spatiale, là qui est illustrée en vert avec mes barres d'erreur. Il y a un coefficient de variation entre 20 et 70%. Et ça, c'est sur des échelles spatiales très petites. Moi, mes chambres, elles sont à 2 mètres les unes des autres. Donc, entre une chambre là et celle d'à côté, il peut y avoir du simple ou double. Et on a aussi une variabilité temporelle qui est très forte à l'échelle de la journée ou de la semaine, mais qui est aussi très forte à l'échelle interannuelle. Donc, je ne pouvais pas la représenter, la variabilité à l'échelle journée-semaine. Je vous montre la variabilité interannuelle.
avec un exemple, la moisson 2019 versus la moisson 2020. On a 4 fois plus d'émissions en moyenne en 2020 qu'en 2019. Pourquoi ? Il y a une partie qui est liée au climat, et puis il y a une partie qui est liée au type de culture. Là on est en colza, donc on va avoir tendance à avoir des apports, des premiers apports un petit peu plus chargés, et c'est justement les premiers apports qui sont les plus sensibles aux émissions de N2O dans notre contexte pédoclimatique de Grignon. Donc vous voyez, cette variabilité l'amène elle montre l'importance de la mesure, elle montre l'importance de mesurer dans le temps aussi. Quelque chose de pluriannuel, ça fait forcément beaucoup de sens quand on voit la différence entre les 2 années. Et puis, elle nous incite aussi à prendre des précautions quand on interprète les résultats, hein, parce qu'il y a de la variabilité, ça bouge. Maintenant, on va essayer de tirer d'autres observations. Si on cherche une corrélation entre l'azote apporté et les émissions, on observe une corrélation. Vous allez me dire, le R carré, il n'est pas dingue, hein, 11%. Encore une fois, on est en agricole, on est dans du vivant. C'est déjà pas mal. Il y a une petite corrélation. On voit qu'il y a 0,7% de l'azote apporté qui est émis sous forme de protoxyde d'azote. Donc c'est des quantités émises qui sont très faibles, 0,7%, moins d'1%. Donc si vous apportez 200 kg, ben voilà, vous avez à peu près 1 kg de protoxyde d'azote qui va sortir. C'est assez important, le fait que ce soit des petites quantités, réduire ces émissions de protoxyde d'azote n'a aucun intérêt économique pour un agriculteur. Il perd une unité par hectare, 1 kg. Au niveau comptable, c'est l'épaisseur du trait. Voilà. Contrairement à ce qu'il peut y avoir sur d'autres enjeux comme la volatilisation ammoniacale ou les pertes de nitrate, où là vous allez avoir un intérêt économique qui va converger avec l'intérêt environnemental. Ce n'est pas le cas quand on parle de protoxyde d'azote. Ce chiffre de 0,7%, il est cohérent avec ce qu'on a dans la bibliographie. Il montre aussi qu'on est dans une fourchette basse, puisque généralement on considère qu'on est entre 1 à 25% de protoxyde d'azote par kilogramme d'engrais apporté. Ouais, il reste. Bon, ouais, tu peux y aller. 5 minutes. Oui, oui. 5-10 minutes. En lien avec ce qu'on vient de voir, l'effet dose, si on regarde quel enseignement on peut tirer par rapport à nos systèmes de culture, et ben, si on se concentre sur les systèmes de culture bas intrants et agriculture biologique, qui sont des systèmes de culture où on apporte moins d'azote, et ben, on a des émissions qui sont modérées, on est toujours en dessous de 1 kg. Une chose intéressante par rapport à ça, il y a des exceptions. Au printemps 2022, on a émis beaucoup de protoxyde d'azote sur notre bande bio. Et ça s'explique parce que c'était une année où on essayait de semer du maïs. Il y a eu un échec technique au moment de semer les maïs parce qu'on s'est fait détruire nos maïs par des corneilles. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur mai-juin avec un sol nu qui avait été semé plusieurs fois, donc qui avait été travaillé, qui a minéralisé. Et donc on a eu des émissions de protoxyde d'azote. Donc vous voyez le lien avec la maîtrise technique par l'agriculteur. Et quand il y a un échec technique, l'impact environnemental y suit en fait. Voilà, par rapport à ça, il y a aussi forcément un prix à payer quand on met moins d'azote, c'est qu'on a moins de rendement et une qualité qui baisse. Je préfère le dire parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Un autre effet spécifique, si on se concentre sur la bande polyculture élevage, c'est une bande sur laquelle on apporte des engrais organiques. Donc sur toutes les autres, on met des engrais minéraux, donc ces engrais qui sont fabriqués dans des usines qu'on va apporter. Là, on apporte des engrais de ferme, donc des lisiers ou des digestats de l'exploitation. Et en fait, ce qu'on va observer, alors déjà, quand on apporte des engrais de ferme, bien souvent, on met des doses plus importantes parce qu'il y a une partie de l'azote qui n'est pas valorisable directement par la plante. Donc on va avoir des doses plus importantes, donc forcément des émissions plus importantes. Et on voit aussi que parfois, là c'est 3 années sur 7, il y a un emballement et des émissions de N2O élevées. Là encore, c'est ce qu'on voit à Grignon, c'est pas forcément vrai partout. Et enfin, dernier point sur le protoxyde d'azote. Si on regarde la différence entre les résultats obtenus sur notre bande GES, c'est une bande sur laquelle on essaie d'améliorer notre bilan carbone, et la bande performance nourricière, qui est un peu notre bande référence, on observe régulièrement des baisses qui sont liées à la nature de l'engrais qu'on utilise. Parce que sur cette bande GES,
on va utiliser des engrais avec une technologie particulière qui permet de limiter la nitrification. Donc ça permet de ralentir la transformation de l'azote dans le sol, et c'est connu pour limiter les émissions de protoxyde d'azote. Et on a pu le vérifier à Grignon. Alors, encore une fois, on est dans du vivant, ça bouge. C'est pas vrai forcément tous les ans, et c'est pas toujours aussi marqué, mais on a en grande majorité des baisses, entre 13% en moyenne, et parfois jusqu'à quasiment 40% de baisse. Et là, ces chiffres-là, c'est pour le cycle culturel complet. L'efficience de cette technologie, elle est concentrée sur les 3 ou 4 semaines qui suivent les apports, et sur cette partie-là, on voit des baisses qui sont nettement plus marquées. Donc ça, c'est des résultats intéressants. Donc cette technique-là, elle est efficace, elle est reconnue aussi. Donc aujourd'hui, les labels bas carbone, par exemple, ils reconnaissent l'usage des inhibiteurs de nitrification comme permettant de réduire les émissions de protoxyde d'azote. Et ça permet de le faire sans avoir d'impact sur le rendement. J'accélère. Donc sur le protoxyde d'azote, vous avez compris des effets du climat et de la dose de fertilisant, et puis d'autres effets de la forme ou d'accidents techniques, comme on a vu en agriculture biologique. Je vais passer à la partie nitrate, où j'ai encore pas mal de choses à raconter. 5 minutes max. 5 minutes max, ok, c'est promis. Donc on va mesurer là, on va parler maintenant des mesures de fuite de nitrate. Donc de quoi on parle? C'est du nitrate qui est contenu dans la solution du sol, ça n'a pas de problème, c'est très bien, c'est ce qu'on veut pour alimenter nos plantes. Mais s'il est là pendant l'hiver, au moment où on a une lame d'eau drainante, il va partir dans la nappe phréatique, et ça, on ne le veut pas. Et en fait, je suis parti sur le même principe que pour le protoxyde d'azote. Je vous ai présenté tous les résultats sur un seul graphe, les pertes de nitrate et l'azote apporté, cette fois-ci sur l'année précédente. Parce que sur une année en cours, en fait, les pertes de nitrate, elles ont lieu pendant l'hiver et la fertilisation a lieu au printemps. Donc je cherche un lien avec l'année précédente. Quelles observations on fait? Eh ben, curieusement, par rapport à ce qu'on avait sur le protoxyde d'azote, on n'a pas peu d'effets visibles de la dose d'engrais. On observe parfois qu'on n'a aucune perte de nitrate alors qu'on avait apporté de l'engrais. À 250 unités, l'hiver suivant, 0 perte de nitrate. Et à l'inverse, on peut avoir des pertes parfois importantes pour des faibles doses d'azote. Alors on va essayer de creuser un peu ça. Le premier point, 3 années sur les 9, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations pendant l'hiver, on n'a pas eu de lame d'eau drainante, on n'a pas pollué la nappe phréatique. On ne l'a pas alimenté non plus, mais donc on était sur des années, du fait du climat, où il n'y avait pas d'alimentation de la nappe par nos parcelles, et donc pas de pollution. Donc l'effet climat. Et sur ces points-là, en fait, ça va s'expliquer à la fois par le fait que notre sol il a la capacité de fournir de l'azote par minéralisation, et par aussi l'effet de la végétation durant l'automne. Donc là, en fait, vous avez beaucoup de points qui sont ici, qui sont liés à l'agriculture biologique, et c'est souvent lié au fait que pendant l'automne, on avait peu de végétation dans notre bande en agriculture biologique, parce qu'on avait semé plus tard, ou parce qu'on avait semé d'autres cultures, et derrière, on s'est retrouvé avec des pertes d'azote importantes. Donc pour illustrer ça, ce sera la dernière slide un peu technique, là, où on a les concentrations, cette fois-ci, en nitrate dans le sol, en fonction de notre drainage. Et c'était une année où on était en févrole en bio, et en colza ailleurs. Et vous voyez l'écart entre une févrole qui est semée au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc quand la lame d'eau drainante descend dans le sol, vous avez en surface une plante qui fait 2 feuilles et qui n'a pas beaucoup besoin d'azote. Contrairement à des colzas, à la même saison, vous avez 3 ou 4 tonnes de matière sèche de colza dans votre parcelle, qui eux ont très faim d'azote et qui vont complètement nettoyer l'eau. Et donc voilà, donc, les conclusions des effets prépondérants du climat. Pas de lien direct avec les pratiques de fertilisation dans notre contexte, encore une fois. Et dans les situations risquées, l'effet du peuplement végétal sur l'automne est vraiment prépondérant. Et on l'a vu plusieurs fois à travers l'efficacité des colzas ou des intercultures. Les intercultures, notamment les pièges à nitrate, que vous connaissez sans doute.
Voilà, je vais rendre la parole à Sophie. Petit mot de conclusion. Alors déjà, je vais parler un peu d'ammoniac. La dernière fuite, c'est la volatilisation ammoniacale. C'est encore autre chose. Là, on n'arrête pas de vous parler de chimie. On vous a parlé de protoxyde d'azote, on vous a parlé de nitrate, mais il y a de l'ammoniac aussi qui peut sortir, alors se volatiliser. Alors nous, on a fait deux campagnes, mais il y en a une qui a été traitée. Donc une campagne de mesure traitée sur la volatilisation ammoniacale après épandage de digestat. Et grosso modo, ce qu'on a mis en évidence jusqu'à maintenant, c'est l'intérêt des bonnes pratiques d'épandage. On a vu qu'avec un épandage où on arrive à coller en fait, le digestat au sol pour éviter la volatilisation ammoniacale, on arrivait à une quantité d'azote perdu relativement réduite. Et là, cette année, on a fait une campagne de mesure avec du digestat qui est enfoui directement après l'épandage. Et là, pareil, on a des quantités qui, pour l'instant, dans les premiers résultats, sont relativement faibles, qui volatilisent dans l'atmosphère. Voilà, donc, simplement là-dessus. On va passer à la diapo conclusion, parce que vous avez entendu beaucoup de chiffres, alors je voulais juste mettre un tout petit peu de bilan. Donc, voilà, on a compris que la fertilisation, c'était un enjeu majeur, qu'il y avait quand même un enjeu majeur à apporter des chiffres, en fait, à l'appui du Conseil pour pouvoir convaincre dans les changements de pratiques de fertilisation. Et en fait, c'est vrai que là, ce qu'on voit aussi à travers Trajectoire, c'est que on a quand même des pourcentages de pertes qui sont assez contrastés. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu et un peu retenu, mais on est sur 0,7% de pertes azotées en moyenne sous forme de protoxyde d'azote. Donc c'est un gros enjeu pour le climat, c'est un gros enjeu pour les filières, mais par contre pour l'agriculteur, il va falloir le convaincre quand même. Ensuite, on a à peu près, donc nous ce qu'on a pu voir sur Trajectoire, c'est à peu près 10% de pertes en moyenne sous forme de nitrate. Donc là, pour le coup, en termes d'enjeux techniques, on y est un peu supérieur. Et puis là, sur du digestat, donc une forme d'azote qui est quand même très volatilisante, on est entre 10 et 16%, et certainement sur du minéral, on est plutôt en dessous de 10%. Voilà, donc on est sur des enjeux qui sont quand même très contrastés, mais tous les trois, c'est tous les trois des enjeux pour l'environnement. Clairement, c'est un impact environnemental qui est non nul. En revanche, pour l'agriculteur, c'est des façons différentes aussi d'aborder les questions. Et juste ce que je voulais dire, c'est que Trajectoire, voilà, on est sur une expérimentation système longue durée, taille réelle, et on voit à travers les travaux qu'on a fait, notamment avec les groupes de conseillers de la Chambre qui sont venus sur la ferme, que ça peut être une échelle pertinente pour transférer les connaissances, un outil de diffusion vers à la fois les conseillers, les agriculteurs et aussi nos étudiants. Et donc, quelque part, ce qu'on n'a pas arrêté de dire aussi, c'est que c'est quoi une fertilisation durable? C'est des apports qui sont maîtrisés, on mesure, on pilote. On a parlé aussi de couverture du sol. Il faut un sol qui soit couvert, mais surtout un couvert développé. Et puis aussi, il faut arriver à maîtriser les risques sur son itinéraire technique, parce que ce qu'on a vu, c'est que les échecs, c'est des échecs techniques, mais qui se soldent aussi par des échecs environnementaux. Et donc, il faut minimiser les risques pour sa culture, pour minimiser les échecs, pour minimiser les impacts. Et ce, quel que soit le système de culture, je pense que ça aussi, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas un système de culture qui est exempt d'impact environnemental, et qu'en réalité, l'optimisation, elle se fait sur tous les systèmes de culture, qu'on soit en bio, en conventionnel, en bas intrant, bas carbone, voilà. Il y a l'optimisation à faire sur tout type de système de culture, quel que soit son choix de système de culture, il faut faire attention à tout ça. Super. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter attention. Je vais juste rajouter un point, c'est que depuis tout à l'heure, on vous parle de production agricole, de végétaux, de domaines techniques. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, avant tout, c'est de l'humain. C'est on va dire une personne qui est sur son exploitation, qui se pose souvent beaucoup de questions et sur lequel, en tout cas, le métier de conseil doit apporter de la sérénité, des solutions qui lui permettent de pouvoir gérer, piloter son exploitation d'une manière sereine et durable. Et ça, c'est des choses, des fois, qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, parce que autant on fait de la recherche de référence, on fait des mesures, on a des outils informatiques notamment, mais par contre, l'humain, c'est quelque chose qui a toutes ses particularités, et que le métier de conseil est des fois pas toujours facile à appréhender. Merci. Du coup, on va prendre 7 minutes de questions.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle derrière? Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos explications. Je me posais une question, quand on est un peu en aval de tout ça et qu'on essaie de valoriser les efforts en quantifiant le carbone, du coup, comment on n'a pas tous, même jamais de station AgroParisTech pour mesurer tout ça? Est-ce que ça se traduit en grille associée à des pédoclimats, des conditions météo et des conditions... Enfin, comment on peut arriver à sortir du chiffre moyen qui ne valorise pas une année à problème ou une année très performante? Vous avez avancé un peu sur ce sujet. On peut s'entendre, non? Oui. Dans le micro, je crois que c'est petit la salle, ça se voit. Ah oui. Pour sortir de la moyenne, c'est compliqué parce que le label bas carbone, c'est des valeurs moyennes. Donc, ceci dit, il y a une chose qui varie avec le climat et avec les années, c'est la quantité d'azote qu'on va apporter. Donc ça fait le principal levier. Mais on l'a dit, c'est pas parce qu'on met moins d'azote qu'on a moins d'impact, parce qu'en réalité, c'est dépendant aussi de tout un contexte pédoclimatique, etc. Donc non, on n'est pas allé jusqu'à... on ne fait pas de préconisation pour l'évaluation des progrès par l'aval, des progrès de l'amont par l'aval. On est plutôt dans une optique, on fait un outil en fait pour essayer de rendre palpable toutes les subtilités en fait de la fertilisation, de l'impact environnemental de la fertilisation à des agriculteurs et des conseillers. Et je pense que si on rend palpable en montrant comment on mesure et en parlant de la relation entre les choix techniques, le climat, etc., on rend l'agriculteur un acteur plus conscient de son impact. Voilà, ça c'est notre contribution. On laisse aux économistes ou autres modélisateurs le soin de mettre ça en équation, ce qui n'est pas forcément effectivement évident. Ce qu'il est certain, c'est qu'on a besoin d'outillage, ne serait-ce que rien que pour montrer l'impact des pratiques d'un agriculteur. On a besoin d'outils, on a besoin de mesures, on a besoin d'expérimenter les choses pour pouvoir répondre. Et c'est vrai que souvent, il y a des questions on va dire, sur lesquelles on n'a pas d'outils, ou en tout cas on a un manque d'outillage qui fait qu'on n'est pas toujours d'accord sur la manière d'appréhender une question, une pratique, d'évaluer la meilleure pratique, parce qu'on n'a pas la même façon de l'évaluer. Et ça, c'est un des problèmes sur lesquels on est. Je dirais que l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas deux agriculteurs qui font la même chose, et que là aussi, dans la dimension de la moyenne, c'est très complexe de savoir où emmener les gens, parce qu'en fonction des systèmes, en fonction du milieu, en fonction de l'année, les réponses doivent être variables. Et justement, sur cette question de la variabilité, comment est-ce que vous adressez la question de la variabilité intraparcellaire? Même si elle est conduite de manière homogène, j'imagine qu'elle est forcément hétérogène sur de multiples paramètres. C'est la première partie de la question. Et deuxième variabilité, c'est tous les paramètres qui influencent le sujet azote. Là, vous parlez que de l'azote et c'est super important parce que c'est un gros facteur de fertilisation, mais l'azote est très lié au phosphore. Comment est-ce que cette jonction est analysée? Et au final, il y a des tas d'autres paramètres, la microbiologie, etc., qui vont avoir un effet. Comment est-ce que ça rentre en compte? Parce qu'au final, on a l'impression que c'est d'une telle complexité que étudier un bout ne va pas forcément aider à résoudre le système dans son entièreté. Alors, tu vas répondre sur le deuxième? Non, sur les deux. Je vais répondre sur les deux. Alors, sur la variabilité intraparcellaire, voilà, il y a toujours des gens qui veulent travailler au plus précis sur des parcelles, savoir dans quel contexte on peut changer telle ou telle pratique sur une même parcelle. Moi, je me mets à la place de l'agriculteur. Il a des fois 50 parcelles et sa question, c'est déjà de gérer la variabilité entre ces 50 parcelles. Déjà. Et je trouve qu'on n'est déjà pas bon à ce niveau-là, que d'agir sur l'intraparcellaire, c'est quand on sera bon là, au niveau de l'exploitation générale, où on pourra descendre à l'intraparcellaire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et après, la deuxième chose, sur les interactions avec les autres éléments, et vous citez le phosphore, c'en est un, il y en a d'autres, et ben, pour l'instant, on gère ça, en tout cas moi je le gère comme ça, sur un point de vue purement économique. L'agriculteur, il dépense 10 fois plus d'argent dans sa fertilisation azotée que des fois dans sa fertilisation de phosphore-potasse,
où on est à des apports qui sont proches de zéro. Parce qu'on a un problème économique et qu'il y a des choix à faire, et que les agriculteurs travaillent sur le stock du sol pour les éléments de fond, et travaillent sur l'azote annuel, sur la fertilisation azotée. Donc on gère là où l'argent il va, et en règle générale il va sur l'azote azotée, enfin il va sur la fertilisation azotée. C'est la réponse du conseiller que je vous fais. Ouais. Après, sur l'intraparcellaire, bon, quand on a passé le cap quand on a passé un cap, parce que là, toi tu parles de tous les agriculteurs avec qui tu travailles, enfin, et de dire qu'il faut déjà gérer la diversité de ces parcelles avant de gérer l'intraparcellaire. Bon, en fait, à Grignon, on arrive à gérer l'intraparcellaire, et en effet, il y a des leviers de ce côté-là. Alors, pas forcément, si sur l'azote, mais aussi, par exemple, sur les phytos, par exemple. On fait du divaluse et sur du maïs, on arrive à des réductions de l'utilisation d'herbicides de l'ordre de 50% en faisant du localisé sur de l'herbicide. Donc, non mais t'as raison de préciser, parce que je précise que ma réponse c'est sur la fertilisation. Ouais. La dimension phytosanitaire, elle est complètement différente. Et là effectivement, l'intraparcellaire, et notamment les outils de localisation, apportent un élément de réponse qu'on n'avait pas juste là. Dernière question très rapide, et après on y va. Ouais. J'avais une question sur la partie N2O. Il y a aussi cette question du pH climatique qui a été démontrée par quelqu'un. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé ou quelque chose qui est travaillé à la Chambre Île-de-France ou pas en termes de préconisation du pH? Qui est un levier simple, connu, qui a des effets. N2O et pH. Ouais. C'est sûr que c'est pas plutôt volatilisation. Volatilisation, pardon. Ouais. Là sur la volate, on n'est pas très avancé à l'heure actuelle et on n'a pas exploré ça. On n'a pas exploré ça. Après, tu as peut-être vu ça dans les méthaniseurs, les gens qui vont acidifier pour réduire le risque. Non, ça ne se fait pas trop. L'acidification. C'est un des points faibles en fait, de la gestion de la volatilisation, c'est que le pH est quelque chose qui est attaché à la parcelle, attaché à la vie du sol. Et du coup, c'est vrai qu'un agriculteur, quand on le conseille sur l'ensemble de ses pratiques et de ses parcelles, on a du mal à faire le lien avec le pH. J'avoue que là-dessus, on n'est pas forcément très performant. Bon, merci beaucoup. Du coup, on va clôturer là. Je vous laisse 10 minutes de transition là pour aller aux autres conférences. Donc elles vont commencer à 16h les prochaines. Donc merci beaucoup d'avoir assisté à celle-là. Merci.